L'information de la journée, c'est que la Russie affirme, vidéo à l'appui, avoir abattu 2 drones qui visaient le Kremlin et va même jusqu'à dénoncer une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. Et en même temps, le porte-parole du Kremlin précise bien que Vladimir Poutine n'était pas au Kremlin au moment de la frappe. L'Ukraine, de son côté, dit qu'elle n'a rien à voir avec ces attaques. Je peux vous répéter à nouveau ce que j'ai déjà dit pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Nous n'attaquons pas Poutine ni Moscou. Nous nous battons sur notre territoire, nous défendons nos régions et nos villes. Vous savez, nous n'avons déjà pas assez d'armes pour ça. Nous n'allons pas les gaspiller ailleurs. On ne peut pas se le permettre. Nous n'avons pas attaqué Poutine, nous laissons les tribunaux décider. Nous n'attaquons ni Moscou ni Poutine, c'est ce que dit Volodymyr Zelensky, alors que la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené cette attaque. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Mais vous venez de les montrer vous-même, cette vidéo qui montre tout. Donc là, dans cette situation, nier l'évidence, mais c'est pas raisonnable. Cette vidéo n'est pas en elle-même une preuve, elle ne montre pas que ce sont les Ukrainiens qui ont mené cette attaque. Expliquez-nous. Oui, mais raconter des histoires comme quoi c'est les Russes qui ont décidé de bombarder le Kremlin, là, il faut oser quand même. Avez-vous des preuves ? Mais les preuves sont déjà là. Les preuves, vous les voyez. Et en plus, la preuve, disons, encore des faits importants qui s'y rajoutent, c'est toute cette ligne politique menée par le régime de Kiev qui continue des attentats terroristes sur le territoire russe depuis déjà des mois. Donc là, ça s'inscrit en disant que la vidéo est une preuve, ça revient à dire que vous n'avez pas de preuves, puisque cette vidéo, elle ne montre pas qui signe l'attaque. Ces drones que l'on voit à l'image, est-ce que vous en avez les fragments ? Est-ce que vous êtes en train de les analyser ? Est-ce que c'est déjà fait ? Je vous dis encore une fois, croire et faire croire aux gens que c'est le Kremlin qui se bombarde lui-même, mais ça, c'est vraiment le paroxysme, en quelque sorte, de supercherie. Mais ça pourrait tout à fait être autre chose. Ça pourrait, sans être les Ukrainiens, être un groupe indépendant en Russie qui a mené cette attaque. Est-ce que, comme vous le demandez Aurélie Casse, vous avez des preuves que les drones utilisés ont été opérés par des Ukrainiens, ont pris leurs ordres chez les Ukrainiens ? Est-ce que vous pouvez nous partager quelque chose comme ça ? Oui, mais de la même manière, vous pouvez dire que c'est des groupes indépendants qui ont commis un attentat sur le pont de la Crimée, c'est des groupes indépendants qui ont commis des attentats terroristes contre les journalistes russes, notamment Daria Dugina et Vladlen Tatarsky à Saint-Pétersbourg. C'est les groupes indépendants qui organisent des sabotages sur les chemins de fer dans les régions russes. C'est des groupes indépendants qui organisent ne répondez pas à la question. les bombardements par les drones des réservoirs de pétrole dans les régions russes. Alors, quand j'entends votre pour réponse, blanchir le régime, parce que si vous en aviez, vous les donneriez, non ? Pour blanchir le régime de Kiev, votre protégé, vous inventez toutes sortes d'histoires sur des groupes indépendants, mais c'est impossible de réaliser ce genre d'attentats par des groupes indépendants. Le porte-parole du Kremlin dit clairement que Vladimir Poutine n'était pas là, et c'était même de notoriété publique. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que les Ukrainiens sont derrière cette attaque qui ne pouvait pas viser Vladimir Poutine ? Donc vous croyez vraiment, et encore une fois, vous voulez croire à vos spectateurs que c'est les Russes qui se bombardent eux-mêmes. Mais ça, c'est abracadabrantesque, comme aurait dit Jacques Chirac. Pourquoi dites-vous que Vladimir Poutine était visé alors qu'il n'était pas là et que ça se savait ? Mais écoutez, il n'était pas là ou il était là. En tout cas, produire cet effet médiatique, cet effet d'intimidation, ça c'est l'objectif qui va avec. Donc là, s'il était là, c'est une chose. S'il n'était pas là, mais en tout cas, vous voyez, ça a produit un certain effet. Donc là, bien sûr, ça va provoquer une certaine réaction de notre côté. Ça va provoquer une certaine réaction bien sûr. De notre côté. Parce que, comme a dit le Kremlin aujourd'hui dans son communiqué, la partie russe se réserve le droit de la riposte là où elle croit nécessaire et au moment venu. Et quelle riposte ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se disent. Le président de la Chambre basse de la Douma, donc du Parlement russe, appelle à détruire le gouvernement ukrainien. On a aussi Dimitri Medvedev qui dit « Après l'attaque d'aujourd'hui, il n'y a plus d'autre choix que l'élimination physique de Volodymyr Zelensky et de sa clique. » C'est ça la réponse ? Écoutez, mais leur réponse, c'est à nos militaires et à à nos dirigeants de déterminer les modalités de cette réponse. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser ce genre d'actes, d'attentats terroristes sans riposte. Mais est-ce que l'élimination physique de Volodymyr Zelensky est pour vous un objectif légitime et légitimé par ce qu'on a vu sur les images ?
au niveau officiel, personne ne parle de l'élimination du président Zelensky. On parle d'une certaine riposte. Je vous dis, disons, ces modalités seront à déterminer. Là, c'est Donc pas forcément ce que dit Dmitri Medvedev n'est pas la position du gouvernement russe. Il a exprimé son avis personnel. C'est un avis personnel. Mais je peux imaginer que c'est un avis qui reflète quand même aussi une vision des milliers, ou peut-être voire des millions des citoyens russes. C'est le vôtre? Non, pas le mien, mais je veux dire, c'est un certain Pourquoi n'est-ce pas le vôtre, avis alors personnel, mais avis qui comprend beaucoup de choses. Hein? Pourquoi n'est-ce pas votre avis? Mais écoutez, en tout cas, c'est un attentat terroriste. Chaque attentat terroriste exige des mesures de riposte. Donc là, c'est normal. Vous dites tout de suite qu'il faut des répercussions, alors qu'il n'y a pas tout à fait eu d'enquête sur ce qu'il s'est passé. On va, avec Michel Goya, se déplacer pour essayer de zoomer sur l'image, essayer de comprendre ce qui a eu lieu tout à l'heure. On va bien revoir cette image. Donc cette attaque de drone, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure à l'image. C'est assez clair. Il y a 2 drones, c'est ça, Michel? Oui, deux drones qui ont frappé le Kremlin à 16 minutes de décalage. Le premier a frappé effectivement le dôme, ça c'est le dôme du palais du Sénat. Et puis 16 minutes plus tard, donc un autre drone, même gabarit. Donc on voit que ce drone, c'est un petit drone, un quadcopter, avec une petite charge, donc un petit rayon d'action aussi. Donc c'est dire très clairement qu'il ne vient pas d'Ukraine, on va le dire, et qui provoque peu de dégâts également. Et le second, qu'on ne voit pas à l'image, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été cerclé en rouge? On a l'impression de voir 2 silhouettes. Oui, effectivement, on a 2 individus qui sont par hasard au même moment sur ce dôme du palais. Alors peut-être avait-il envie de sortir et fumer une cigarette à ce moment-là. C'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'ils sont liés à l'événement. Alors de quelle manière? Peut-être pour vérifier que les choses se passent comme prévu, ou que si l'explosion ne se passe pas comme prévu, on en provoque une autre, etc. Bon. Mais c'est effectivement une présence assez incongrue à ce moment-là, quoi. Elle jette le trouble, cette image, Alexander Makogonov. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ces 2 personnes qui sont présentes au moment de l'attaque. Justement, ce qui m'a frappé, c'est l'expression du colonel, un homme qui se trouve là par hasard. Vous savez que c'est le cœur du pouvoir russe, le Kremlin, et personne ne se trouve nulle part sur ce territoire par hasard. Donc là, je peux imaginer, s'il s'agit des gens qui bougent, parce que je ne vois pas trop, C'est des gens qui participaient justement à la neutralisation de ces drones. C'était pour neutraliser. Comment ont-ils été neutralisés? Mais en tout cas, ils étaient neutralisés, vous l'avez vu vous-même. Donc ils ont été neutralisés comment? Là, pour les détails techniques, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, vous voyez tout vous-même. Donc là, ils étaient abattus tous les 2. On sait qu'il y a plusieurs hypothèses possibles. Vous en voyez 3, Michel. Oui, alors la première, c'est celle officielle, très rapidement, au bout de quelques heures quand même. Il a fallu admettre que la sécurité du Kremlin avait été un peu dépassée par les événements, même si effectivement ils ont annoncé avoir détruit le drone, peut-être par brouillage ou l'avoir dévié sa course. Mais la thèse officielle, c'est ça. C'est un attentat ukrainien. Alors, l'hypothèse de l'attentat contre Vladimir Poutine paraît quand même assez étrange, assez osée, incontestablement, à moins que, là encore, Vladimir Poutine soit un des 2 hommes qu'on a vus tout à l'heure. Mais là aussi, ce qui n'était pas le cas. C'était pas le cas, ça en est à peu près sûr. Donc, c'est première hypothèse, c'est l'attentat ukrainien, qui va peut-être justifier effectivement des mesures de rétorsion par ailleurs, ou des choses à voir dans les jours qui viennent. Deuxième hypothèse. Alors, deuxième hypothèse, ces drones sont des petits drones. Si les Ukrainiens ont déjà frappé à l'intérieur du territoire russe en profondeur, mais avec des drones beaucoup plus importants, beaucoup plus sophistiqués. À la limite, s'ils avaient voulu frapper le Kremlin, ils auraient utilisé ces drones puissants et à très longue portée. Ça, ce sont des tout petits drones. Et à la limite, n'importe qui peut faire ça, peut faire cet attentat. C'est-à-dire que vous achetez ce drone n'importe où, dans le civil, vous arrivez à fabriquer de l'explosif, c'est pas très compliqué, ou en récupérer, ou scotcher dessus, et puis vous l'envoyez sur le Kremlin. Donc c'est possible. Donc on peut imaginer une initiative. Il vient de très près. Il vient pas d'Ukraine, ce drone. Il vient de très près. Donc on peut tout imaginer dans ce cas-là. Initiative personnelle. Il ne faut pas oublier que sur cette place rouge, en 1987, vous avez un avion qui a atterri. Là, tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Et en fait, c'est l'initiative d'un jeune Allemand qui a pris un avion de tourisme et qui est allé sur place. Donc, on peut imaginer que des gens aient voulu soit faire une démonstration, soit faire un pied de nez, montrer, voilà, regardez la sécurité du Kremlin, c'est pas ça, etc. Ou voir des dégâts. Mais il y avait pas
de possibilité de faire quelque chose de très sérieux quand même. Mais c'est quand même très une important. possibilité, étant donné la dimension des drones et de l'attaque, de dire que c'est peut-être un groupe isolé d'opposants à Vladimir Poutine. Pourquoi vous n'envisagez même pas cette hypothèse? Parce que c'est une hypothèse absolument, si je me permets, idiote. Croire et faire croire à ça, mais c'est franchement, dans quel monde vous vivez? Vous vivez dans un monde à l'inverse. Les opposants ça n'a jamais, c'est inimaginable. C'est l'endroit le plus protégé de la Russie. Donc là, imaginer ce genre de possibilités, c'est impossible. Pardon, si c'est l'endroit le plus protégé rocambolesque de la Russie, comment expliquez-vous dans ce cas-là que ces drones soient parvenus à rentrer dans l'enceinte? Manifestement, ils ont volé au minimum plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, dans le ciel de Moscou, avant de rentrer dans l'enceinte du Kremlin. Comment est-il possible que ces deux drones n'aient pas été détectés et détruits avant? Non, mais la question de Thierry est très importante. Personne ne sait depuis quel endroit ces drones ont été lancés. Au niveau technique, je ne sais pas comment ça s'effectue, disons, cette surveillance de leur trajet, etc. Mais vous avez vu de vos propres yeux qu'ils étaient abattus. C'est-à-dire que la mission a été accomplie par les forces russes. Une preuve surprenante de faiblesse de la défense antiaérienne russe que de voir qu'ils sont au-dessus du drone du Sénat avant d'être neutralisés. Si ces drones étaient lancés depuis un bâtiment voisin qui se trouve juste en face du Kremlin, il y a des hôtels quand même, il y a d'autres bâtiments. Vous pouvez imaginer que le trajet était super court. Donc là, bien sûr, ils étaient abattus au moment où il fallait le faire. Mais c'est quand même un aveu de fragilité. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire déjà que vos renseignements n'avaient rien vu et qu'en plus, votre armée n'a pas non plus été à la hauteur de la réponse. Vous voyez comment on peut le comprendre? Mais quelle armée? Vous n'avez pas réussi à empêcher cette attaque. Vous voulez qu'on déploie l'armée sur la place rouge? Vous n'avez pas réussi à empêcher cette attaque. Les drones ont été abattus. Vous le voyez de vos propres yeux. De quelle fragilité parlez-vous? Ils étaient abattus. Ils ont été abattus. Là, voilà, la mission des Ukrainiens a échoué. Ils ont été abattus à l'intérieur de l'enceinte du Kremlin, où on se serait attendu, comme quand on s'approche de zones très protégées, est-ce que les drones ne puissent plus avancer parce qu'il y a des brouilleurs, ou est-ce qu'ils soient abattus à l'extérieur du Kremlin? Ce qui se dit beaucoup aussi sur les chaînes Telegram russes en ce moment, c'est que la manœuvre qu'on voit, en fait, le tir sur la coupole, elle est expressément interdite. En fait, on ne doit pas abattre un objet volant à l'intérieur du Kremlin sur un des bâtiments où se trouve le chef de l'État. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Et est-ce qu'il y a des Ukrainiens qui peuvent opérer en face du Kremlin, au niveau du Goum, dans des hôtels qui avoisinent le Kremlin? Est-ce que, étant donné que vous avez rappelé des attentats qui ont lieu sur le sol russe, est-ce qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait un niveau d'alerte quand même un petit peu plus élevé et que si ce sont des Ukrainiens sur le territoire russe, à quelques centaines de mètres à peine du cœur symbolique du pouvoir, ils ne puissent pas réussir ce genre d'opération. Effectivement, on est obligé de se demander ce qui se passe. Oui, mais bon, à vous écouter, alors il fallait attendre que ces deux drones larguent les bombes au milieu du Kremlin. Là, ils étaient abattus là où ils étaient abattus. Donc là où le système a été déclenché, donc là, ça a donné un résultat. Mais bon, puisque vous parlez des Ukrainiens, mais comment on peut les distinguer des Russes? Ils sont absolument identiques aux Russes. Donc là, c'est pas écrit sur le front. Moi, je suis terroriste ukrainien. Bien sûr, ils se trouvent parmi nous et c'est encore un signal assez important pour nous qu'il faut être très vigilant. Mais alors, quelle était la troisième hypothèse, Michel Bouillard? La troisième hypothèse, c'est la manipulation. Je suis désolé. Les images qu'on voit viennent d'une caméra de surveillance sur la place rouge. Caméra pilotée et dirigée par le Kremlin qui a fourni les images. Je noterai au passage que rien n'a été revendiqué. Personne n'a absolument revendiqué cette attaque, ni les Ukrainiens, ni qui que ce soit. Il n'y a que le Kremlin qui parle de cette attaque. Vous noterez effectivement la présence mystérieuse des deux hommes au même endroit, au même moment. Peu de dégâts, pas de dégâts, donc pas de victimes. Tous les éléments semblent aller vers cette hypothèse. Alors, il faut voir ce qui va se passer par la suite. Est-ce que ça va justifier ou est-ce que c'est simplement une opération dire voilà le chef a été attaqué, etc. C'est de faire monter un peu l'image et la cote un peu de popularité. Est-ce que c'est quelque chose qui va justifier des mesures de rétorsion à voir dans les... Ce soir, Alexander Makogonov nous répète ce que disait le Kremlin. Il y aura dans les jours qui viennent ce qui va se passer s'il y a des conséquences. Paul Gogo, tout le monde savait que Vladimir Poutine n'était pas au Kremlin à cet instant-là.
Oui, il y passe très peu de temps au Kremlin, Vladimir Poutine. Il vit en périphérie de Moscou. Il travaille souvent en périphérie de Moscou. Dans un premier temps, parce que c'est plus pratique. Parce que quand il se déplace en ville, ça crée des embouteillages monstres et c'est compliqué. Puis j'ai toujours entendu dire, peut-être que vous le savez, qu'il n'aime pas particulièrement vivre et travailler au Kremlin parce qu'il y a des musées, il y a des touristes et c'est pas un endroit très agréable. Pour autant, on est à Moscou. Je suis moscovite, moi, depuis 6 ans. Je peux vous dire que c'est un endroit, il y a des caméras de surveillance à reconnaissance faciale partout, il y a des policiers partout, vous n'avez pas le temps de lever le moindre drapeau sur la place rouge, que vous avez déjà une voiture sur vous avec des gens qui vous plaquent à terre. Donc c'est assez peu probable que des gens aient pu se balader comme ça dans Moscou avec un drone. Surtout que je connais bien cette zone, évidemment. Il y a si vous lancez un drone, ils se font aspirer directement au FSO, qui sont les services chargés de protéger la zone. C'est assez troublant et je voudrais juste préciser que ces derniers mois à Moscou, on a tous ressenti une crainte de la part de beaucoup d'habitants qu'il puisse y avoir un attentat à Moscou. Et notamment dans le métro, parce que Moscou a connu des gros attentats, des attentats avec beaucoup de victimes ces dernières années, il y a longtemps maintenant, dans le centre-ville, et on craignait ça, que ça puisse venir, alors pourquoi pas d'Ukrainiens, où il y a une époque, pendant les guerres de Tchétchénie, il y avait des femmes de soldats qui venaient se faire exploser à Moscou, mais aussi les Russes savent de quoi leur pouvoir est capable. Et je sais bien que vous balayez cette théorie que ça puisse venir du pouvoir, mais l'inquiétude, elle existe. Au sein du pouvoir, on sait qu'il y a une inquiétude face à cette contre-offensive que les Ukrainiens n'arrêtent pas d'annoncer. On ira sur place dans un instant. Voilà, il y a des mots qui ont été passés aux rédactions moscovites pour leur dire de commencer à se préparer à parler de telle ou telle façon d'une possible défaite de leur armée. Et on peut imaginer, c'est peut-être pas choquant ou incroyable, que Vladimir Poutine ait besoin de mobiliser sa population en instaurant un minimum de terreur. Les gouvernements n'ont pas fonctionné comme ça, et notamment en Russie, ce ne serait pas la première fois. Je vous laisse répondre. Écoutez, Paul, merci au moins pour cette analyse plus ou moins objective. Par contre, vos dernières remarques concernant les possibilités d'organisation de ce genre d'attentat par le Kremlin lui-même, mais ça va un peu au-delà du bon sens. Mais bon, je vous laisse avec votre avis. Le résultat est là, vous appelez déjà à des réponses. Écoutez, mais faire croire aux gens vraiment que le Kremlin s'est bombardé lui-même, mais ça, c'est du délire. Mais sur ce que disait Paul, le fait que les drones, un porteur de drone est tout de suite repéré, ça ne nous semble pas crédible d'imaginer que les Russes n'auraient jamais repéré des Ukrainiens avec leurs 2 petits drones. Peut-être qu'il y en avait plus. Il y a des bâtiments autour du Kremlin. Il y a des bâtiments autour du Kremlin, il y a des hôtels, il y a d'autres bâtiments avec des bureaux, etc. Donc là, ces drones-là auraient pu être lancés de n'importe quel endroit. Mais il y a quand même quelque chose qui ne me paraît pas très clair. Vous dites que les Ukrainiens sont à l'origine de cette attaque de drones. Mais vous dites que c'est une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est une tentative d'assassinat pour Vladimir Poutine? Ce que l'on voit, c'est des gens qui ont peut-être l'intention sur ces images d'endommager le Kremlin, mais sur la base de l'explosion qu'on voit, de la taille de l'engin, de la masse explosive qu'il transporte, on ne voit pas très bien comment ces drones auraient pu représenter une menace sérieuse sur la vie du président russe, même s'il était sous la coupole du Sénat à 2h27 du matin. Dieu soit loué, ces 2 drones n'ont pas réussi à accomplir leur mission. C'est pour ça que... Sur quoi vous fondez-vous pour vous dire que c'est la mission? Mais parce que vous voyez 2 drones qui étaient dirigés vers un endroit précis. Donc là, c'était une attaque délibérée, bien organisée et ciblée. Mais le Kremlin, c'est 154 hectares, je dirais ça. On peut simplement considérer que c'est la volonté symbolique de détruire un lieu emblématique de la capitale russe. Pourquoi un assassinat de Vladimir Poutine? Pour le moment, nous parlons de 2 drones, mais pour le moment, nous ne parlons pas et nous ne savons pas ce que ces 2 drones-là portaient à bord, entre guillemets. Vous ne savez toujours combien d'explosifs. Donc là... Quand ils l'enquête, peut-être qu'on va le voir. Mais bon, ça vient d'arriver. Donc vous dites l'enquête n'a pas vraiment commencé. C'est étonnant de vous voir tout de suite faire dire la vérité, c'est ça. Je ne dis pas que l'enquête n'a pas encore commencé. Je vous dis que peut-être on aura plus d'informations dans les heures, dans les jours qui viennent. Mais personne ne sait vraiment ce que ces 2 drones porter avec eux, combien d'explosifs, quel caractère d'explosif. Personne ne sait si Vladimir Poutine était visé, personne ne sait qui est derrière l'attaque non plus. Vous voyez toutes les déductions. Bien évidemment que c'était conçu pour quelque chose, non seulement pour voler au-dessus du Kremlin, pour filmer les beautés de la place rouge. On va écouter un proche conseiller de Volodymyr Zelensky qui s'adresse à vous.
Tout d'abord, l'Ukraine n'a bien sûr rien à voir avec les frappes au-dessus du Kremlin, car de telles actions n'ont aucune valeur militaire. Deuxièmement, il est certainement important pour nous de détruire tous les objets militaires russes sur les territoires occupés afin d'accélérer la désoccupation. Cela a une valeur stratégique et c'est une tâche stratégique. Troisièmement, toute autre action sera interprétée par la Russie comme un acte terroriste, ce qui lui permettra de justifier ses frappes à grande échelle contre les civils et les infrastructures civiles en Ukraine. Il dit que ce qu'il s'est passé, c'est une tentative d'élaborer un contexte pour servir aux Russes de prétexte dans l'optique d'une attaque terroriste qui viserait les civils en Ukraine. Est-ce que vous pouvez certifier que la riposte dont vous nous parliez tout à l'heure, ce ne sera pas une attaque massive contre les civils en Ukraine ? Écoutez, tout d'abord, vous montrez ce conseiller Mikhailo Podolyak qui a dit lui-même, mais vous ne le montrez jamais bien sûr, que la partie ukrainienne se réserve, disons, la possibilité d'attaquer la Russie avec des drones sur tous les territoires. C'était lui-même qui le disait et qui prévoyait cette perspective, vous ne le montrez pas. Deuxième chose, le régime de Kiev vit dans le déni et dans la haine depuis sa naissance en 2014. Et je vous dis, donc là, tous les attentats perpétrés sur le territoire russe ces derniers mois le prouvent. Et encore celui-ci. Vous ne répondez pas à ma question. Mais écoutez, votre question, c'est toujours, en fait, c'est toujours la même question, mais moi, je vous donne des informations qui sont vraiment précieuses. Et la riposte dont vous parlez, interrogent. Est-ce que ce sera une attaque massive demain en Ukraine ? Mais écoutez, je ne peux pas vous dire si ce sera une attaque massive. C'est à nos militaires, vraiment à notre commandement, à nos dirigeants de le décider. Si ce sera demain ou après-demain ou plus tard, c'est pas à moi de vous le dire. Donc là, ce sera aussi décidé prochainement, peut-être. Mais si vous avez remarqué, chaque attentat terroriste des Ukrainiens sur le territoire russe se termine, débouche sur la riposte du côté russe, comme c'était dans le cas avec le pont de la Crimée ou d'autres attentats commis par Kiev sur notre territoire. Donc là, il y a déjà eu une attaque à Kherson aujourd'hui qui a visé les civils. Le dernier bilan fait état de 21 morts, 48 blessés. Il y a des images terrifiantes. On voit qu'il y a notamment une supérette qui a été visée. C'est ça la stratégie que vous continuez à mener ? Mais alors, vous voulez dire que nos militaires ciblent d'une manière... On voit la photo de Stéphane Sio. D'une manière délibérée, la supérette, pour faire quoi ? Quelle importance stratégique ou tactique porte la supérette pour les militaires russes ? Donc quand vous voyez ce genre d'images, bien sûr, c'est des images diffusées par le régime de Kiev. Et elles sont fausses, ces images ? Non, mais ces destructions-là, c'est, disons, vous n'assumez pas assez facilement explicable vu l'état du système antiaérien ukrainien qui continue à montrer ses failles. Et c'est, quand vous voyez ce genre de destruction, on peut les expliquer, encore une fois, par des ratés Donc c'est des missiles ukrainiens. C'est les Ukrainiens qui tirent sur le Super. Non, c'est les Ukrainiens qui tirent sur les missiles russes pour les abattre, mais finalement, ça tombe sur les quartiers résidentiels, sur les supérettes, sur les stations de bus, sur les terrains de jeux d'enfants, etc. C'est un missile ukrainien. Parce que les Ukrainiens, je le répète encore et encore, absolument contrairement au droit humanitaire international, ils déploient leur système de défense antiaérienne dans les quartiers résidentiels, dans les villes, à l'intérieur des villes. Et donc quand ça commence, quand ça frappe le missile russe qui est dirigé sur un objet tel ou tel... Répondez à la question de Thierry, il vous dit c'est un missile ukrainien, ça ? Non. C'était peut-être un missile russe, mais abattu par un missile de la défense antiaérienne ukrainien. Peut-être, vous dites. Vous n'en savez mais rien. D'habitude, c'est toujours comme ça. Quand ça tombe sur les quartiers résidentiels, c'est toujours comme ça. Parce que là, les militaires russes ne visent pas les civils. On ça a n'a un moment important. Importance. Ce qu'il se passe aujourd'hui est en effet à remettre dans le contexte dont parlait tout à l'heure Michel Goya. Il va peut-être y avoir une contre-offensive ukrainienne. On sait aussi qu'on est alors je me perds dans les chiffres, à 4 ou 5 jours du 9 mai. Donc un jour important, le jour de la victoire pour les Russes. C'est difficile de ne pas faire un lien entre ce qu'il se passe aujourd'hui, entre les accusations de la Russie et ce qui pourrait se passer demain. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre d'attaques sur le territoire occupé par les forces russes, voire même des attaques en Russie, des attaques de destruction de dépôts de carburant notamment, des voies ferrées, enfin toute une série d'objectifs militaires qui rentrent
peut-être, sans doute, même dans la phase préparatoire à l'offensive. L'offensive, elle ne se déclenchera pas tout de suite. Elle se déclenche, il y a toujours une phase où il faut préparer cette attaque, il faut déplacer les troupes, il faut organiser les choses, préparer la logistique, et en même temps, on prépare le terrain en attaquant dans la profondeur du territoire occupé par les forces ennemies. Donc, on est probablement dans cette phase-là, et toutes ces attaques sont à inscrire dans ce cadre-là, et éventuellement ce qu'on appelle aussi la contre-préparation, du côté russe, également d'essayer de frapper peut-être plus en profondeur. On a parlé des frappes à Kherson, mais il y a eu toute une série d'attaques de drones, notamment sur Kiev, notamment sur plusieurs villes, qui visent peut-être aussi à entraver un petit peu la préparation de cette offensive. Et quand on parle justement des attaques de drones, il était fait état, je crois que c'était dans le journal allemand Bild, d'une attaque qui aurait visé Vladimir Poutine il y a quelques jours. Est-ce que cette information a pu être vérifiée ? Elle n'a pas été. Alors, c'est une question qu'on peut vous poser. C'est une information publiée effectivement par le quotidien allemand jeudi dernier qui explique qu'il y a eu une attaque de drone sur un parc industriel qui se trouve à peu près à 300 km au sud de Moscou, dans lequel le dimanche précédent était prévu que Vladimir Poutine fasse une visite. Et donc ce drone, présenté comme ayant été envoyé par un activiste, je cite, ukrainien, par le quotidien allemand, a été détruit. Et aucune de ces informations n'a été confirmée par la partie russe. Alors est-ce que vous confirmez ces informations d'une part, et est-ce selon vous, il y a eu d'autres tentatives d'assassinat du président russe par les Ukrainiens? Tout d'abord, ces dernières semaines, il y avait toute une série d'actes de sabotage. C'était pas ma question. Voilà. Donc là, les chemins de fer, dans certaines régions russes, les attaques de drones contre les réservoirs de pétrole aussi, dans les raffineries, dans ces zones industrielles. Oui, ça c'est avéré. Donc, mais est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives d'assassinat du président russe à votre connaissance? Je ne peux pas vous le dire. Mais ce que révèle Bild, vous en avez entendu parler, le fait de viser Vladimir Poutine quand il visite un parc industriel près de Moscou. Est-ce que cette information est venue jusqu'à vous? Oui, ces derniers mois, depuis le début de l'opération militaire spéciale, Bild, il raconte tant d'histoires que rien ne nous étonne plus. C'est la mission de Bild, en quelque sorte, de créer ces histoires. C'est le fait de tenter d'assassiner Vladimir Poutine qui vous semble improbable? Mais écoutez, même sur vos plateaux, vous discutez les possibilités d'assassiner Vladimir Poutine. Donc, on vous pose la question. Vous le discutez régulièrement. Donc là, pour vous, c'est en quelque sorte une idée fixe d'assassiner le président Poutine. C'est vous. Et vous le discutez ouvertement. Vous ayez entendu cette idée fixe sur le plateau de BFM TV. On vous interroge ce soir sur les informations que vous donnez, selon lesquelles... Non, c'est Bild qui donne ces informations-là. Moi, je faisais en l'occurrence référence au drone, qui constitue, selon vous, une tentative d'assassinat du président russe. Donc, on vous demande si, à votre connaissance, il y a eu d'autres tentatives d'assassinat du président russe. Voilà la question que l'on vous pose. À ma connaissance... C'est une question, ce n'était pas une idée fixe. Oui, mais une idée fixe, c'est toujours assassinat de Poutine, vous parlez toujours, donc là, non, vraiment... pas toujours. Non, mais vous êtes en train de dire que c'est la première fois, selon vous, qu'il y a une tentative d'assassiner Vladimir Poutine. Selon vous, ce qu'il s'est passé à Moscou, et selon vous, cette attaque de drone dont on a montré l'image tout à l'heure, vous dites que derrière, il y avait le projet d'éliminer Vladimir Poutine. Vous le savez très bien, et tout le monde le sait, que le président Poutine travaille régulièrement au Kremlin. Donc là, l'attaque visée contre le Kremlin et contre le bâtiment, un des bâtiments centraux du Kremlin. Donc là, apparemment, c'est destiné à quelque chose. Je ne sais pas si c'est la première fois ou s'il y avait d'autres tentatives, mais bon, en tout cas, vous voyez ce qui s'est passé. Et dans ces conditions, est-ce qu'on peut avoir une parade du 9 mai? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Est-ce que, à l'heure actuelle, si vous ne pouvez pas protéger le Kremlin de 2 petits drones ukrainiens, est-ce que vous pouvez protéger la parade? Non, comme vous le voyez sur les vidéos que vous montrez à vos spectateurs, on peut protéger le Kremlin et on le fait bien. Le défilé militaire à l'occasion du 9 mai aura bien lieu. Le président y sera présent. Donc là, tout comme prévu sera mis en œuvre. Enfin là, par rapport à la vidéo du drone qu'on voit, Vladimir Poutine, le 9 mai, il sera assis à peu près à 50 mètres de l'endroit où ce drone a été abattu. Donc la même chose, mais au-dessus du président russe. J'ai cru lire qu'il y avait des débris qui étaient tombés au sol au centre du Kremlin. C'est un peu problématique quand même. Maintenant, vous pouvez inventer toutes sortes d'hypothèses. Mais je vous ai dit que le défilé aura bien lieu, le président y sera présent.
Parce que là, je suis... Tout ira. Donc là, son agenda, il continue à travailler selon son agenda. La vie continue. Parce que j'ai bien vu ces derniers mois, ces dernières semaines, qu'effectivement, on a retrouvé à plusieurs reprises des drones qu'on attribue à l'Ukraine dans les bois du côté de Kalouga, à peu près une centaine de kilomètres de Moscou, dans les bois, dans les champs. Mais c'était pas le même type de drone. C'était vraiment des drones qui venaient de l'Ukraine a priori, qui étaient capables en tout cas de venir d'Ukraine. On ne sait pas ce qu'ils visaient. On ne sait pas si les Ukrainiens essayent depuis des mois de cibler le Kremlin pour faire quelque chose d'un peu symbolique, ou si c'était des bases militaires qui étaient dans ces régions-là. Donc ça, on comprend, on le voit. Mais effectivement, ce qui a eu lieu aujourd'hui, qui arrive dans un timing où Bakhmout, la bataille de Bakhmout va se terminer, il y a une nouvelle séquence qui va devoir démarrer en Ukraine comme en Russie. Ça pose des questions. On comprend que la Russie... Alors oui, l'Ukraine peut avoir un intérêt symbolique à toucher le Kremlin, mais on sait que la Russie aussi est capable de faire ça. Comme, je le rappelle, parce que c'est peut-être assez peu su, mais dans le Donbass, il y a un an, quand la guerre a repris, parce qu'elle avait commencé en 2014, tout a commencé avec des provocations de ce type-là. Moi, j'étais à Donetsk, il y a eu une explosion à 300 mètres de chez moi. On m'a expliqué que c'était des terroristes ukrainiens. On a découvert que c'était un gars qui avait mis sa voiture, sa carcasse, qui avait déplacé sa carcasse. Ils ont mis une bombe, ils ont fait croire un attentat. Et il y a eu toute une série de provocations comme ça qui ont poussé ensuite la Russie à dire il faut qu'on intervienne parce que là, on a la preuve que les Ukrainiens et les Américains s'apprêtent à attaquer le Donbass. Donc on sait que ce genre de technique existe en Russie tout de même. Donc c'est pour ça que je comprends bien que vous niez le fait que ça puisse être une provocation organisée par les services, mais je pense, de mon point de vue, de ce que j'ai pu observer ces dernières années en Russie, que ce n'est pas une théorie peut-être si stupide. Oui, ce qui est vraiment stupide, c'est que vous parlez des choses, des épisodes avec un homme qui fait, je sais pas, une sorte d'attentat, faire croire que c'était un attentat, mais vous ne parlez pas du tout de la tuerie. Il y a aussi le poste du FSB qui a été bombardé, qui était en fait une maison abandonnée. Vous croyez que c'était vraiment la raison pour laquelle la Russie a commencé son opération militaire spéciale. Vous ne parlez pas du tout des 14 000 morts suite à la tuerie 14 000 morts des deux côtés, côté russe, côté contrôlé par la Russie et côté ukrainien. Il n'y avait pas de deux côtés, ils étaient tous ukrainiens, ces 14 000 morts. Oui, effectivement. C'est les Ukrainiens qui tuaient les Ukrainiens. Majoritairement des soldats. C'est le régime de Kiev qui tuait ses propres concitoyens au cours de 8 ans. renvoyaient des chocolats sur les Ukrainiens. Et vous en parlez pas. Vous parlez des choses vraiment, les épisodes qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est pour ça que la Russie a commencé l'opération militaire spéciale. C'est pour protéger ces gens. C'est pour protéger ces gens russes et russophones. Ces gens du Donbass, ils ont été mobilisés par la Russie et envoyés comme de la chair à canon sur le front. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois quand même dans le Donbass, il faut le dire. Il faut le dire que le chair à canon, c'est un terme français, inventé en France par un Français. Le premier... Ils appelaient ça l'usine à viande en russe. Le premier qui l'a inventé, c'était Chateaubriand. Vous préférez ? C'était Chateaubriand. Non, c'était Chateaubriand qui a adressé une lettre à Napoléon en appelant l'empereur de ne pas utiliser les jeunes recrues français en tant que chair à canon et la matière première. Oui. Les soldats russes, les soldats défenseurs, les soldats russes, les soldats défenseurs et libérateurs ne sont jamais utilisés comme la chair à canon. Moi, j'ai vu les gens se faire mobiliser de force à Donetsk. Et on a eu des témoignages de soldats russes, justement, qui disaient eux-mêmes être traités comme de la chair à canon. On va aller sur le terrain, retrouver nos envoyés spéciaux. On va retrouver Benoît Ballet et Théo Touché. Bonsoir, messieurs. Où en est précisément la contre-offensive ukrainienne ? Alors, elle continue de se préparer. Elle n'est pas encore lancée officiellement, en tout cas. Préparation avec, on l'a dit ces derniers jours, 98% du matériel occidental promis à l'Ukraine qui a été livré. On parle de quelques 230 chars, 1550 blindés. Et puis ces bataillons créés spécialement pour l'occasion, pour garnir les rangs de la contre-offensive. On parle de 12 bataillons avec pour chacun 4000 soldats. Ça fait un peu moins de 50 000 nouvelles recrues ukrainiennes qui seraient donc prêtes à attaquer. Et nous avons, avec Théo Touché, aujourd'hui pu assister à l'un des entraînements de ces brigades, une nouvelle unité, une vingtaine de soldats qui se sont entraînés pour la première fois, pour certains, à l'assaut, à donc envahir des tranchées ennemies, ramper, prendre possession de ces tranchées. Alors ce qui frappe dans cet entraînement auquel nous avons assisté, c'est que la totalité de la vingtaine de ces soldats n'avait jusqu'ici aucune expérience de combat. On peut donc raisonnablement s'interroger, en tout cas pour ce qui est de cette unité, sur la capacité à être efficace dans les prochains combats et dans ces assauts qui devront être menés. En tout état de cause, la préparation continue, la contre-offensive n'est pas lancée, et s'il y a bien
bien aujourd'hui un secret qui est bien gardé en Ukraine, c'est la date du début de cette contre-offensive et l'endroit à partir duquel elle sera lancée. Merci beaucoup Benoît Ballet avec Théo Touché. Evgeny Prigojine s'exprime à propos justement de cette contre-offensive. Il dit que aujourd'hui, il le dit, la phase active de la contre-offensive commencera dans les prochains jours. Donc, c'est le fondateur de la milice Wagner qui dit ça aujourd'hui. Ça semble être le calendrier selon vous? Mais vous devez poser cette question plutôt à la partie ukrainienne, parce que là, il parle de cette contre-offensive déjà depuis des mois et des mois en faisant la pub, une sorte de pub à cette contre-offensive. Là, je cite Evgeny Prigojine, le russe. Bien sûr, cette possibilité n'est pas à exclure. Reste à savoir quand, mais bon, en tout cas, vu la concentration des moyens de la partie ukrainienne dont vous parlez aussi, on peut voir que, on peut prévoir que ce sera en quelque sorte pour eux une offensive peut-être décisive. Donc là, si ça échoue, ça peut devenir fatal pour le régime de Kiev, et ça va échouer certainement parce que nous sommes toujours bien prêts à toutes sortes d'offensives ou contre-offensives du régime de Kiev. Vous dites que ce sera un moment décisif dans la guerre. Mais on va voir, parce que là, s'ils se concentrent au maximum, s'ils concentrent tous les troupes dans la même zone, dans la même direction, on va voir. Mais bon, en tout cas, comme disait Napoléon, n'empêchez jamais l'ennemi de commettre une erreur. Donc là, on va voir. Donc, ouais, qu'il le fasse. C'est vrai que cette contre-offensive, on en parle depuis un moment, la contre-offensive de printemps, avec à chaque fois des calendriers qu'on donnait et qui n'ont jamais tout à fait été les bons. Est-ce étonnant d'entendre Evgeny Prigojine s'avancer ainsi aujourd'hui? Chacun prend des paris dans un contexte où, parce que précisément cette contre-offensive, elle est tellement attendue, elle est tellement annoncée depuis si longtemps, qu'il faut être capable de créer des conditions qui sont de nature à surprendre, à déstabiliser les Russes qui, eux, n'ont pas attendu en se tournant les pouces que cette contre-offensive se mette en place. Ils ont organisé leur défense, ils ont préparé leur réaction à cette contre-offensive. Et donc, des deux côtés, on anticipe désormais ce qui, effectivement, a une forte probabilité d'être une phase décisive de ce conflit. Et la difficulté, Aurélie, c'est qu'on voit bien à quoi ressemble le scénario d'échec. Aujourd'hui, la partie russe contrôle à peu près 15% du territoire de l'Ukraine. Donc si l'Ukraine n'arrive pas à progresser et à reprendre, ça sera évidemment pour elle un échec. On a plus de mal à voir ce qui est le scénario du succès, du scénario de la victoire. Parce que même ceux qui soutiennent le plus possible et à coût de dizaines de milliards de moyens militaires supplémentaires, les Ukrainiens, je pense en l'occurrence aux États-Unis, disent depuis le début de ce conflit que ça n'est pas un objectif militaire réaliste que d'espérer pour les Ukrainiens reprendre avec cette contre-offensive le contrôle de l'ensemble de leur territoire, de la partie qui part du nord, qui va jusqu'à la Crimée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, la victoire? À partir de quel moment on peut s'arrêter et avoir engrangé une telle avancée, un tel succès qu'on contraint en quelque sorte la partie russe à venir négocier sur des bases différentes de celles qu'elle réclame aujourd'hui. Ça, c'est une question qu'il est vraiment difficile de résoudre, et c'est une issue qui est difficile à voir très concrètement. C'est vrai que tout à l'heure, on a commencé l'émission avec l'image du jour, cette attaque de drone au Kremlin, et je parlais tout à l'heure du président de la Chambre basse du Parlement, Vyacheslav Volodine, qui dit carrément qu'il va demander l'utilisation d'armes capables de stopper et de détruire le régime terroriste de Kiev. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire plus précisément, et qui dit aussi qu'il ne peut y avoir de négociation avec le régime de Volodymyr Zelensky. Pas de négociation avec lui. Mais comme vous le voyez, le régime de Zelensky se bloque lui-même toute possibilité de la solution pacifique, diplomatique de ce conflit actuel. En continuant à perpétrer ce genre d'attentats et en continuant à provoquer la partie russe. Vous dites pas de négociation avec lui? Mais donc, en tout cas, aucune perspective du règlement diplomatique de ce conflit ne se profile pas pour le moment. Vous le voyez vous-même, donc là, c'est toujours la surenchère, c'est toujours les provocations de la part des Ukrainiens. Il ne reste qu'à continuer. Il ne nous reste que de continuer notre opération militaire spéciale. Et ça veut dire quoi, stopper et détruire le régime terroriste de Kiev en utilisant des armes capables de le faire? Mais, écoutez, nous avons le droit d'utiliser tous les moyens pour se défendre. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui, dans la mesure de nos moyens, dans la mesure de notre planning.
Donc là, vous le voyez et vous le verrez plus tard aussi. Elsa, ce sont des rhétoriques habituelles, c'est-à-dire que quand on cite Medvedev, oui, à chaque fois, qui dit que maintenant c'est Zelensky la cible, c'est lui à chaque fois qui a le vocabulaire le plus extrême. C'est lui qui parlait régulièrement d'attaques nucléaires. Chacun est dans son rôle. Oui, chacun est dans son rôle et chacun aussi cherche dans le régime à l'heure actuelle et dans le cadre de la guerre à donner des signes de loyauté. Je pense que la loyauté est une valeur très importante dans les systèmes politiques pour faire preuve de son utilité aux différents chefs. Ce que je voulais éventuellement rappeler quand vous avez parlé de Prigojine et vous, Aurélie, quand vous évoquiez sa déclaration sur la contre-offensive qui serait imminente, je pense que c'est aussi une tentative pour M. Prigojine d'obtenir des moyens en fait pour ses troupes et qu'il est toujours en train d'essayer de s'interposer entre la présidence et le ministre de la Défense. Il harangue souvent le ministère de la Défense. Il a menacé à plusieurs reprises de retirer les hommes de Wagner s'ils n'obtenaient pas plus de munitions. L'imminence de la contre-offensive lui sert aussi dans ses tractations. En fait, on voit le système russe évoluer et ses luttes internes, ses luttes comme dans presque tous les systèmes. D'ailleurs, l'ensemble politique n'est pas monolithique. Donc c'est aussi pour ça qu'il a intérêt à dire que cette contre-offensive est imminente. Maintenant, elle se prépare de toute évidence. Et d'ailleurs, quand vous mentionnez les tirs qui ont lieu sur, encore une fois, des dépôts de pétrole ou des dépôts d'armes ou des bases aériennes ou des rails, je voudrais rappeler qu'il y a eu, à part 3 militaires, il n'y a pas eu de victimes. Pour l'instant, en tout cas pas de victimes civiles de la part de ces tirs qui, par ailleurs, ne sont pas revendiqués comme par les Ukrainiens. Donc, et en plus, ils ont visé des objectifs militaires et ils ont réussi. Donc c'est pour ça qu'on a quand même du mal à vous soutenir dans vos conclusions un peu hâtives sur le fait que ce soit l'Ukraine qui ait visé le Kremlin, puisque c'est quand même raté. Oui, c'est raté. À vous écouter, c'est la Russie, encore une fois, qui organise les sabotages sur ce chemin de fer, qui bombarde ses propres dépôts de pétrole et qui s'est bombardé le Kremlin la nuit passée. Ce que je veux dire, c'est que si vraiment c'était un objectif stratégique des Ukrainiens, ils auraient réussi, non ? Non. Votre argumentation est tellement faible qu'elle fait rire vos spectateurs en ce moment, j'en suis sûr et certain. Vous avez des oreillettes. Qui est en position de force ? Vous entendez des voix. Nous le verrons au moment de l'attaque, de l'offensive ukrainienne. Effectivement, c'est un moment clé. Les Ukrainiens, au moins, ont pris le temps de se préparer parce qu'ils savent que c'est extrêmement important de concentrer le maximum de force. Et le moment de l'attaque, on ne le connaît pas. Tout le monde pense à la province de Zaporizhia parce que c'est là où ils auraient le plus de gains stratégiques à obtenir. Mais on verra, au moment de l'attaque, on verra les résultats. Si c'est dans cette région, ils n'atteignent pas la ville de Melitopol, cette opération pourrait être considérée comme un échec. S'ils attaquent dans le nord, dans la province de Luhansk, s'ils n'arrivent pas jusqu'à Starobilsk, là aussi on pourra considérer que c'est un échec. Et dans ce cas-là, effectivement, l'objectif stratégique de libération complète du territoire, ça deviendra très difficile à atteindre. Mais même s'ils réussissent, ce ne sera pas décisif. Il faudra, derrière cette opération, il faudra en lancer d'autres. Encore une fois, pour atteindre cet objectif stratégique ambitieux, il n'y a pas d'autre solution pour les Ukrainiens que de gagner de grandes batailles, de grandes victoires, mais plusieurs, successivement. Ce n'est pas une seule qui va décider du cours de la guerre. Or, est-ce qu'ils auront le souffle, on va dire comme ça, les moyens, le souffle d'aller jusqu'au bout, d'accumuler ces 2-3 grandes victoires qui sont absolument nécessaires pour atteindre cet objectif? Ça, ce n'est pas évident du tout. Paul, vous revenez du Donbass. On va regarder un extrait de votre reportage réalisé avec Alexandra Dalsbeck et Caroline Mier et Nicolas Duchesne. C'est un reportage ligne rouge qu'on pourra voir lors d'une soirée spéciale ce lundi à partir de 21h. On regarde déjà un extrait. Nous entrons dans la ville. Et nous la découvrons détruite à plus de 80%. Plus de 10 000 personnes sont mortes durant les combats. À perte de vue, des maisons dévastées. Quand tout à coup, au milieu des ruines, apparaît un complexe d'immeubles, tout juste sortis de terre. Là, d'autres bâtiments, neufs. Ils ont été construits en quelques mois à peine, sans même avoir pris le temps d'effacer les séquelles des combats alentours.
partout, des grues, des travaux. Et ces images sont troublantes. On se souvient qu'il ne restait plus rien de Mariupol. La ville a été complètement détruite. Elle devient quoi? Un village Potemkin presque? Alors, je veux préciser déjà que c'est la première fois depuis un an, depuis le siège, qu'on peut accéder à la ville parce que les autorités russes ne nous laissaient pas accéder à cette ville jusqu'ici. Et je dois le préciser aussi pour honnêteté, qu'on a pu y accéder totalement librement, que personne ne nous a suivis, personne n'a contrôlé nos déplacements. On a pu parler aux gens de façon totalement libre. Pour autant, oui, moi, j'ai commencé ma carrière après avoir lu des livres, des reportages sur les guerres de Tchétchénie, sur Grozny. J'ai eu l'impression de me promener dans Grozny. C'est terrible à voir. J'ai connu Mariupol il y a quelques années avec des enfants dans les parcs, une vie dans cette ville. Et là, c'est la première fois que je vois une ville morte, littéralement morte. Les humains que j'ai croisés dans cette ville étaient majoritairement des ouvriers venus d'Asie centrale ou de Sibérie. Et c'est assez troublant parce qu'il y a certains chantiers, les immeubles, on comprend bien que c'est une priorité parce qu'il y a plein de gens qui attendent un logement. Mais il y a d'autres chantiers, on comprend que ça relève plus de la communication. Il y a des parcs, des fontaines qui ont été reconstruits, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, certains objectifs qui ont fait l'objet de beaucoup de communication à l'époque, qui ont fait parler dans les médias internationaux, notamment le théâtre dramatique de Mariupol. Il a été très rapidement démantelé, détruit. Il est en chantier aujourd'hui. Il y a des bâches qui cachent ce chantier parce que visiblement la Russie était pressée de donner une autre image de ce bâtiment-là et n'avait pas envie que des journalistes viennent enquêter sur ce qui s'était passé à l'époque parce que la position, on va dire générale, sauf celle de la Russie, c'était de dire qu'un bombardier russe avait tiré sur ce bâtiment. La Russie, elle considère que ce sont, je crois, des Ukrainiens qui ont fait sauter le bâtiment de l'intérieur. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs drames comme ça qui ont beaucoup fait parler à l'époque, il y a un an. Et des ouvriers travaillent depuis maintenant, donc déjà un an, la fin du siège, à effacer, à faire disparaître tout ça au plus vite. Les traces de l'horreur ne sont plus visibles? Alors, de toute façon, comme vous pouvez le voir, comme on vient de le voir, il suffit de rouler, de marcher dans Mariupol pour voir que l'horreur est toujours visible. Enfin, c'est un sentiment, surtout, encore une fois, j'ai connu la ville quand elle était vivante, c'est un sentiment très... c'est dur quoi, de voir cette ville dans cet état-là. C'est la mort partout. Vous rencontrez des gens qui vous racontent qu'il y a un an, ils enterraient leurs voisins au pied de leur immeuble. Vous voyez qu'il y a encore ce qui leur servait à faire à manger dans la rue. Sur quasiment toutes les portes des appartements, il y a des inscriptions qui permettaient de signaler aux secouristes que les gens étaient vivants et qu'il n'y avait donc pas besoin de secouristes à cet endroit-là. Enfin, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et ce quartier-là, à l'est de la célèbre usine Azovstal, qui a fait l'objet de combats pendant un certain temps, ce quartier est quasiment totalement ravagé. Comment vous regardez ces terribles images? Merci Paul. En tout cas, je ne sais pas quel sera votre reportage dans son intégralité, mais merci d'avoir montré aux spectateurs ces extraits qui montrent très très bien le contraste entre ce que les Ukrainiens et les troupes ukrainiennes ont laissé après soi, c'est-à-dire la ville en ruine, et entre ce que les Russes sont en train de faire. C'est ce que la ville devient sous les Russes. Vous voyez les nouveaux bâtiments. Le président Poutine, il y a quelques jours, a lancé les premiers tramways à Mariupol aussi. Donc là, les parcs sont reconstruits, le théâtre est en train d'être reconstruit. J'ai aussi précisé que sous l'Ukraine, la ville était pas détruite. Il y avait des investissements, il y avait des gens dans les parcs. Là, c'est quand même le résultat du siège de l'armée russe sur Mariupol. C'est le résultat de la stratégie des soi-disant défenseurs, entre guillemets, ukrainiens, qui utilisaient ces bâtiments résidentiels en tant que point d'appui, en se cachant derrière les dos des civils qui habitaient dans ces bâtiments et qui étaient tenus en otage. Donc là, c'est pour ça que la ville se trouve en cet état absolument déplorable, mais bon, qui est comme Phoenix est en train de renaître de ses cendres. On a souvent l'impression que vous êtes dans une réalité parallèle. Non, mais il faut pas croire ce que vous dites. Il faut voir. Tout est montré sur ces images-là. Vous voyez ce qui se passe sous les Russes. L'interprétation que vous faites, c'est la nouvelle ville et la nouvelle vie qui sont en train de naître. Et vous le voyez, ces nouveaux bâtiments, toute cette nouvelle infrastructure qui est en train de surgir et être construite, reconstruite. Donc là, vous allez voir, ce sera une ville fleurissante déjà. Donc vous pensez, comme le veut le Kremlin, que Mariupol va devenir une cité balnéaire, que les Russes vont aller se baigner à Mariupol dans les années qui viennent? En tout cas, c'est une des idées de faire une sorte de mélange, une ville, laisser quelques objets industriels, mais aussi transformer cette ville en un resort, en une ville balnéaire.
aussi. Est-ce que vous près savez la combien mer de milliers de d'Azov. personnes sont mortes pendant le siège? Est-ce que vous avez un chiffre? Parce que nous, on l'a pas, le chiffre. Non, en fait. je n'ai pas de chiffres. Personne n'a ces chiffres. Merci Alexander Makogonov d'avoir Merci. été notre invité ce soir sur BFM TV. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cet entretien.